Et bonjour Mariam. Bonjour Rachid. D'abord la presse marocaine avec la nouvelle stratégie de distribution des aides sociales. Oui, parce qu'elle va être gérée désormais et pensée à travers les territoires. C'est du moins la nouvelle stratégie annoncée par Fouzi El Rchaï, ministre délégué au budget, à travers cet article de Maroc Hebdo. Et il va s'appuyer donc sur l'Agence nationale du soutien social, la NSS, pour instaurer une gouvernance de proximité. Alors pour comprendre, le Maroc a mis en place un grand chantier d'aide financière directement versée chaque mois aux familles les plus modestes, des aides entre 500 et 1425 dirhams. Et aujourd'hui, c'est plus de 43% des familles marocaines qui en bénéficient. Et depuis leur lancement en décembre 2023, c'est surtout 59 milliards de dirhams aussi qui ont été versés à ces mêmes familles. Mais pour que ces aides changent vraiment leur vie, la NSS va déployer des antennes locales pour mieux comprendre les besoins en aide, les adapter et corriger les anomalies s'il y a. Et surtout, cette stratégie est pensée pour maximiser l'impact des aides. Et c'est donc cette vision où il faut partir à travers du territoire qui doit aussi être implémentée pour l'économie. Du moins, c'est l'idée que défend l'économiste Ibrahim Hatim à travers cet article de l'Opinion. Alors lui, il part du constat simple qu'aujourd'hui, l'ensemble des richesses la majorité sont concentrées sur l'axe Rabat-Casa. Et donc ça crée de profondes fractures avec les territoires qui sont dans les zones intérieures ou bien les régions rurales. Donc pour lui, il faut donner plus de pouvoir de décision économique pour les régions, pour qu'elles créent des activités pour elles-mêmes et surtout des activités économiques qui leur ressemblent. Donc l'aide sociale ici soigne, on le voit, la pauvreté locale, mais seul le développement de l'économie territoriale permettra vraiment de l'éradiquer durablement, surtout en créant du travail là où les gens naturellement vivaient. Pour en revenir aux aides sociales, pourrait même structurer encore mieux l'économie aujourd'hui du pays, car les Échos nous indiquent aujourd'hui que cette nouvelle stratégie présentée par Fouzi El Rchaï va aussi lever le frein qui dissuadait le déploiement de l'emploi formel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux pères et mères de familles qui bénéficiaient de l'aide sociale refusaient tout simplement des contrats de travail, car en étant déclarés surtout à la CNSS, ils perdaient automatiquement leurs aides. La nouvelle règle aujourd'hui change la donne. Le gouvernement va garantir le maintien des aides pendant une période de transition, même si le bénéficiaire décroche un emploi formel. Des aides donc qui s'imposent dans une société aussi en mutation. C'est la réflexion portée par cette tribune telle quelle, car aujourd'hui, effectivement, le pays fait moins d'enfants, mais ça ne fait pas qu'on a moins de défis aujourd'hui. Le Maroc est surtout à cette croisée déjà des âges. Alors, l'idée, c'est qu'on pourrait croire qu'aujourd'hui, faire moins d'enfants dans le pays, ce serait moins de dépenses pour l'État. C'est faux, c'est même le contraire, car moins d'enfants, c'est moins de jeunes actifs pour cotiser pour les populations, on le sait, vieillissantes aujourd'hui, que l'État devra prendre en charge avec l'augmentation des frais de santé, mais aussi le paiement de leurs pensions de retraite. En somme, structurer les aides sociales, c'est plus que nécessaire, surtout car l'État doit les organiser pour surtout porter ce défi des chocs de l'âge. La presse nous dit aussi que la logistique devient un terrain de compétition pour les États africains. Car les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en particulier se livrent une compétition féroce à coups de milliards pour capter les flux de marchandises des pays enclavés du Sahel. C'est l'idée développée par cet article du 360 qui revient sur cette notion des ports secs. Et ce sont donc des ports reliés à une plateforme terrestre extérieure où l'on peut effectuer toutes les démarches douanières sans aller pour autant directement au port sur la zone côtière. Et ces ports secs aujourd'hui gagnent du terrain parce que c'est un outil fondamental pour de grandes capitales comme Bamako, Ouagadougou ou encore Niamey. Oui, ce sont les capitales de pays qui sont aujourd'hui enclavés, qui n'ont pas accès à la mer. Et aujourd'hui, par exemple, nous indique l'article que le port de Lomé gagne du terrain car il est associé à un corridor logistique plus performant que les autres. Et là, il y a un enjeu assez important car dans la région, le pays qui aura la meilleure connexion terrestre deviendra un poumon économique de la région. Et il y a aussi un autre corridor qui est extrêmement important sur le continent africain, c'est le corridor de Lobito. C'est ce que nous indique aujourd'hui la revue géopolitique Conflit. Le port de Lobito qui se situe dans le centre de l'Afrique et qui démarrait du port de Lobito en Angola et qui irait jusqu'aux zones minières ici de la République démocratique du Congo. C'est donc un port qui serait relié par 1300
300 km de chemin de fer et qui serait livré d'ici 2030. C'est un projet qui est aussi massivement soutenu par les États-Unis et l'Europe, sans surprise donc, car ces minerais dans cette région sont essentiels aujourd'hui au développement des industries numériques, mais aussi tout simplement pour la transition énergétique. Habituellement, l'acheminement de ces minerais jusqu'au port durait plusieurs semaines, mais grâce à ce nouveau corridor, ça serait réduit à seulement quelques jours. Une reconfiguration des flux logistiques qui donne également une place stratégique au Maroc. C'est ce que nous indique aussi cette autre tribune de Tel Quel où le Maroc ne devrait plus être perçu simplement comme un hub, mais surtout comme une infrastructure en négociation. Alors pour comprendre cette idée développée par l'expert Adnan Kaeb qui signe cette tribune, la puissance du Maroc pour lui ne devrait pas se limiter au simple fait de posséder un grand port comme Tanger Med ou bien d'être dans une géographie, disons-le, stratégique en étant surtout une zone de transit, un passage entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Le Maroc pour lui doit utiliser les infrastructures qu'il a, les ports, les aéroports, les autoroutes, comme des outils diplomatiques où il doit imposer les conditions de circulation des marchandises selon ses propres normes. C'est ce que ce droit de contrôle lui permet donc de peser face aux grandes puissances. En somme, toutes ces actualités démontrent que la géopolitique moderne ne se joue plus seulement par des frontières, mais elle se négocie aussi sur des bases logistiques, notamment par rapport aux grands corridors. Autre question que se pose la presse, pourquoi est-ce que les cybercriminels convoitent nos données ? Et c'est la face cachée de notre quotidien, Rachid, nous sommes hyper connectés. Et à chaque clic, on laisse des traces, des données qui sont très convoitées. Alors pourquoi ? Et surtout par qui ? C'est l'enquête de la Provence qui essaie de nous expliquer pourquoi nos données sont si convoitées. Tout simplement parce que c'est une réelle mine d'or qui est revendue au plus offrant. Des données qui sont donc vendues à des réseaux mafieux, aux activités multiples. Ça peut aller du chantage à l'arnaque en ligne, mais aussi pour pratiquer des cambriolages ciblés, et cela dans la vraie vie grâce aux adresses volées. Et les plateformes qui concentrent le plus de données personnelles sont extrêmement convoitées, notamment celles des services publics. Et cela, on le voit notamment à travers cette actualité de Média 24 au Maroc même. La plateforme Watira.ma, ce guichet électronique qui permet de commander des états civils, a aussi été victime d'une cyberattaque. C'était hier, c'est plus de 700 000 données d'utilisateurs qui se sont retrouvés exposés sur le net, des noms, des téléphones, des actes de naissance et surtout des copies de pièces d'identité nationale qui sont désormais dans la nature et qui offrent une opportunité en or pour ces usurpateurs d'identité. Mais alors, qui se cache ? On se demande derrière ces pillages. Si l'on pense souvent que ce sont des grandes mafias, parfois le profil, on va dire, des coupables est parfois un peu déconcertant. Pourquoi ? Parce que le Parisien nous explique aujourd'hui que parfois ce sont juste des jeunes, parfois mineurs, qui le font non pas pour l'argent, mais juste par ego. Voilà, ce sont des jeunes hackers qui le font, qui le pratiquent, le piratage informatique comme un jeu, mais pourtant les conséquences sont bien réelles pour les victimes. Et alors que la cybercriminalité augmente aujourd'hui, car on l'a dit, nous avons des vies de plus en plus connectées, RTS aujourd'hui nous explique que les géants de la tech y voient même un marché. Oui, un marché qui découle de cette menace. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour eux, ils pourraient le vendre comme un nouveau positionnement marketing, même une offre qui serait assez luxueuse. Alors pourquoi luxueuse ? Parce qu'avec la course à l'IA, nos données valent de l'or. Les modèles ont besoin de contenu humain pour s'entraîner. Alors Apple aujourd'hui veut se différencier en particulier en faisant de la confidentialité un argument de vente, mais pour en bénéficier évidemment, il faut posséder le tout dernier modèle d'exploitation et donc le dernier smartphone qu'il propose. Et ces smartphones effacent automatiquement toutes nos conversations par défaut. Il y a une phrase aussi dans l'article qui résume bien cette idée aujourd'hui, que la vie privée aujourd'hui a un prix. En somme, la cybersécurité sera aussi potentiellement, nous indique l'article, un vivier de fractures sociales où seuls ceux qui ont les moyens pourront se protéger des vols de données qui risquent encore plus de proliférer.
Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mai. En quoi cette date est-elle marquante? Alors je vais vous raconter, Rachid, aujourd'hui l'histoire d'un personnage de roman qui est devenu l'un des monstres les plus célèbres de notre époque. Nous sommes le 26 mai 1897 et à Londres, un écrivain irlandais nommé Bram Stoker publie un roman tiré à seulement 3000 exemplaires à l'époque. C'était peu, aujourd'hui c'est même un succès. Le titre de cette fiction est Dracula. Pourtant, derrière ce personnage se cache une figure bien réelle, Vlad III Dracula, prince de Valachie du XVe siècle, surnommé l'Empaleur pour sa cruauté. Le personnage de Dracula fascine donc rapidement au théâtre puis au cinéma et en 1922, Dracula inspire le cinéma avec le film Nosferatu, considéré comme une œuvre fondatrice du cinéma d'horreur. Aujourd'hui, Dracula est sorti du roman pour devenir une légende. Depuis, il suffit de prononcer ce mot pour que tout un imaginaire s'active. C'est devenu un personnage qui incarne la peur, la nuit, l'immortalité et ces monstres imprévisibles qui semblent parfois vivre discrètement parmi les hommes. Le 26 mai 1897, c'est donc la naissance d'un roman, mais surtout la preuve du pouvoir des livres, celui de créer des mythes capables de traverser les générations. Puisse la littérature garder ce pouvoir encore longtemps.